Bien, merci beaucoup, Romain, pour cette introduction. Clément Roch, je travaille à l'université et l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Pour commencer, je vais rappeler, enfin préciser que l'ensemble de ce travail est principalement mené par trois doctorants. Donc, Nicolas Cornette, qui est en thèse en collaboration avec le BRGM, sur un projet qui s'appelle O 2050. Et puis, vous allez voir également des résultats de projets de Ronan Abervé et Virginie Marais. Et donc, je rappelle ici, je remercie les financeurs de ces différents travaux, dont la région Bretagne, l'eau du bassin rennais, Rennes Métropole et puis la Fondation Rennes. Donc, on va parler de cette interaction entre le climat et la géologie. Donc, on est vraiment sur une description du cycle de l'eau. Là, je représente le cycle de l'eau qui a été publié très récemment. Donc, on est encore sur une représentation et une définition un petit peu des compartiments, des stocks, des flux qui sont impliqués dans ce cycle de l'eau, donc dans la revue Nature en 2019. Et donc, il apparaît plusieurs constats, des constats qui sont par rapport à nos activités. Notamment, vous voyez une citation, on se rend compte que l'appropriation de l'eau douce équivaut, par nos activités, équivaut à peu près à la moitié du débit sur les rivières dans le monde. Donc, un constat assez alarmant par rapport, en prenant en compte aussi l'évolution et le changement. Donc, on est vraiment face à une urgence où on a besoin de comprendre ces interactions et les processus qui sont en jeu dans ce cycle de l'eau. Du coup, ce que je voulais vous montrer un petit peu différentes publications qui sont apparues et qui montrent un petit peu, qui quantifient ce constat. Les pressions anthropiques sur les grands fleuves du monde, environ 70% des rivières et des fleuves dans le monde sont impactés par les activités anthropiques. De récentes publications ont montré que finalement le flux environnemental disponible pour la ressource en eau souterraine, par la ressource en eau souterraine, apparaît finalement peu durable par rapport à ce qu'on extrait. Donc, on extrait plus que ce que peut nous donner les aquifères globalement dans le monde. Et donc, face à ce constat, il y a vraiment une réelle prise de conscience par rapport à la communauté scientifique pour répondre à ces questions en fédérant un petit peu les disciplines. Et on voit dans le cycle de l'eau, donc il y a évidemment énormément d'interactions entre le climat, l'hydrologie, la biologie et les sciences sociales et économiques. Et donc, on est vraiment dans un élan en ce moment scientifique où les communautés se fédèrent pour pouvoir répondre à ces questions. Et je pense qu'il est intéressant dans le cadre de cette conférence, c'est qu'il y a vraiment une interaction très forte maintenant entre les sciences appliquées et les sciences économiques et sociales et les politiques de gestion. Juste pour insister, encore une fois, la récente couverture du journal Science était clairement sur ces questions, en alarmant sur le fait que les ressources en eau souterraine, de façon globale, diminuent fortement. Donc, évidemment, en Bretagne, on n'est pas épargné par ce constat. Hein. Donc, ici, vous avez une carte de la température moyenne annuelle moyennée sur la période 71-2000. On voit une répartition qui est fonction principalement de la topographie, avec une moyenne globale autour de 12,5. Et si on regarde un petit peu les données climatiques sur la Bretagne, les données historiques, on voit déjà des changements assez conséquents. Ici, sur ce graphique, vous avez en abscisse les précipitations moyennées sur la période avril-septembre, et puis en ordonnée, les températures moyennes. Et chaque point correspond à une année.
et on part des données historiques en bleu vers les données actuelles en rouge. Et donc, on voit très clairement une évolution dans le bleu qui est plus ou moins linéaire, où finalement, quand on a une augmentation de température, on va avoir une augmentation de précipitation. Ça, c'est une chose assez classique en termes de climat. Mais depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, on voit qu'il y a une déviation vers des années où finalement, on a des fortes anomalies en température et des faibles précipitations. Et donc ça, on imagine très bien les conséquences assez importantes sur le cycle de l'eau. Donc évidemment, le futur nous prédit des déviations d'autant plus importantes. Ici, vous avez une carte sur un horizon à 2080 avec une anomalie en température qui va de 1 à 2,5 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire breton. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, ici, vous avez un graphique qui montre finalement la disponibilité de l'eau à l'infiltration. Donc, c'est cette précipitation moins évapotranspiration sur l'axe des abscisses. Et on a ordonné encore une fois la température et on va regarder comment vont évoluer ces paramètres dans le futur sur la base des modèles climatiques. Et donc, ce qu'on voit, on a différencié en bleu et en rouge la période de recharge en hiver et puis la période de décharge en été. Et donc, ce que vous voyez, c'est que globalement, quand on se projette des points les plus clairs vers les points les plus foncés, d'ici 2100. En hiver, on voit que globalement, l'eau disponible va être globalement constante. C'est-à-dire qu'on va augmenter la température, mais on va probablement aussi augmenter la précipitation. Donc, on a un bilan constant. Par contre, en période de décharge, on a notamment une augmentation de température et une baisse de l'eau disponible. Donc, également, on se projette vers des conditions à l'étiage qui vont être assez critique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors tout ça, finalement, quand on regarde nos territoires, ça va être, on va observer une variabilité de comportement qui va être fonction de cette interaction entre le climat, ce qu'on vient de voir, et puis la géologie, la structure de nos paysages. Ici, je représente un modèle très simplifié des écoulements souterrains, où finalement les écoulements vont s'organiser entre les zones de recharge, les zones de décharge vers les rivières, vers l'océan. Et finalement, l'architecture géologique, les zones de faille, les zones fracturées, les changements lithologiques vont finalement contrôler l'architecture de ces écoulements et la disponibilité de la ressource sur nos paysages. Et évidemment, dans un contexte de changement climatique, si on diminue la recharge, en surface, on va avoir un fort impact. On va avoir notamment une déconnexion de la zone aquifère avec la surface, probablement une contraction du réseau hydrographique, ça va être abordé par la suite avec Thibaut Datry, une modification du partitionnement des écoulements et évidemment un impact sur les écosystèmes aquatiques. Donc, voilà, on est sur une interaction où finalement, en fonction de ces évolutions climatiques et de la géologie locale, on va avoir plus ou moins de réponses sur les milieux. Donc là, on fait face à des défis qu'on essaye d'aborder. Le premier défi, c'est essayer de comprendre les processus à cette interaction climatique, géomorphologique, géologique, qui vont contrôler la variabilité des comportements à l'échelle de la région. Et on sait qu'il y a une forte variabilité. On le sait par nos connaissances de terrain, nos connaissances de nos rivières. Ici, par exemple, vous voyez 2 rivières qui sont sur des bassins versants très proches, dans des contextes climatiques et géologiques similaires. Et vous voyez sur exactement la même période des comportements très, très différents. Donc, on a besoin de comprendre quels sont les processus qui sont en jeu. Et de cette connaissance de terrain, on a besoin de transposer l'identification de ces processus principaux dans des modèles qui vont nous permettre d'évaluer, de prédire l'évolution des systèmes hydrologiques.
dans ce contexte de changement climatique et de pression. Donc, on est sur cet ensemble, identifier un objectif. Donc, pour nous, c'est vraiment caractériser sur notre territoire comment la ressource en eau va se redistribuer. Et donc, on a cette connaissance du milieu naturel qui est centrale. Et puis, donc, des modèles qui vont s'adapter en fonction de ces objectifs et des données surtout qui sont disponibles. Alors, nous, en tant qu'hydrologues, notre donnée de prédilection, c'est les débits des rivières. Évidemment, il y a une information très importante, intéressante dans les chroniques de débit, et notamment ces périodes de récession après la période de recharge qui nous informent beaucoup sur les propriétés du milieu. Et donc, on va analyser de façon systématique ces chroniques pour pouvoir extraire et évaluer cette connaissance du milieu souterrain, du milieu de surface et de cette interaction. Donc, juste pour rappel, le débit des rivières est finalement à cette interface entre le climat, qui va contrôler la recharge dans le milieu souterrain. La géologie va contrôler les écoulements. Donc, finalement, en fonction du type de roche, on va avoir plus ou moins d'écoulements, plus ou moins de stock. Et puis, l'interaction entre l'aquifère et la rivière, qui est contrôlée à la fois par la géomorphologie, typiquement la pente, l'architecture du réseau de surface, et la géologie. Et donc, ce qu'on va observer sur ces chroniques de débit, c'est qu'il y a des comportements très différents. Et vous allez voir par la suite, on va regarder ces comportements en fonction de temps caractéristiques de vidange. Donc, finalement, au bout à quelle vitesse le système se vidange. Et donc, pour ça, on utilise un paramètre qui s'appelle le temps caractéristique de la récession, ou la demi-vie du débit. Ça fait référence de façon similaire à la demi-vie de décroissance d'un élément radioactif. Donc, c'est la même chose. Au bout de combien de temps, finalement, le débit a perdu la moitié de sa valeur. Et donc, ça nous montre clairement une différenciation entre la résilience des systèmes. Et donc, typiquement, sur ces deux courbes, le système ici plus foncé aura une résilience plus importante. Alors, allons nous balader un petit peu sur quelques bassins versants. L'Arguenon, le Nançon, qui sont dans des contextes climatiques relativement similaires, mais avec des particularités géologiques, des spécificités géologiques. Le Nançon, un système granitique, et puis l'Arguenon, des granites, des schistes, des grès paléozoïques, donc une hétérogénéité géologique. Et donc, quand on regarde les hydrographes, alors ça, ce sont les hydrographes moyens, c'est-à-dire que vous avez ici le débit en fonction des mois de l'année, c'est-à-dire qu'on va prendre la chronique de débit et on va calculer les statistiques pour chaque jour de l'année. Et on va représenter la médiane en rouge de tous les 1er janvier, 1er février, etc. Et regarder l'écart entre les modules, le 10e et 90e module, ici en bleu. Et puis, je représente en bleu un peu plus foncé la chronique de 2003, sécheresse assez emblématique. Et donc, vous voyez des comportements clairement différents entre l'Arguenon et le Nançon. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, pour savoir comment finalement ces territoires réagissent différemment. Donc, avec l'Arguenon, qui a une résilience moindre par rapport au Nançon. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et quand on regarde spatialement sur la Bretagne, ce temps caractéristique, donc ici, par exemple, en rouge, des systèmes à faible temps caractéristique, donc peu résilients, et en bleu, des systèmes résilients, et analysé sur une centaine de bassins versants. C'est vraiment une analyse systématique. Et donc, on voit dans la région de Rennes, typiquement, des systèmes moins résilients que dans le Nord. Et donc, ici, vous voyez qu'il y a une organisation spatiale qui laisse penser qu'il y a une forte implication par le climat, notamment, un gradient climatique très net. Et donc, on développe des modèles qui vont nous permettre de filtrer un petit peu les différentes contributions entre le climat et la géologie.
Et donc ça, c'est l'objectif de la thèse de Nicolas Cornette, c'est de développer des modèles, alors simplifiés, puisqu'il faut qu'on les déploie à l'échelle régionale, donc ça demande en termes de calcul, de ressources, une implication assez forte. Et donc, on va essayer de simplifier nos territoires au maximum. Ici, un bassin versant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fragmenter ce bassin versant en camembert et puis sortir un profil topographique moyen qui est caractéristique de ce bassin versant. Ici, vous avez le profil, la distance à la rivière, et puis sur ce profil, on va dire représentatif de ce bassin versant, on va modéliser le cycle de l'eau avec l'infiltration, le ruissellement, les écoulements souterrains, et on va pouvoir extraire à partir de cette calibration sur les chroniques de débit eh bien, les paramètres critiques, la perméabilité, le stock distribué sur le territoire. Et donc, nos modèles marchent assez bien. Ici, vous allez voir en bleu les données, les observations, et en vert le modèle. Alors ici, en représentation linéaire, ici en représentation logarithmique pour pouvoir voir les débits. Et donc, globalement, on a des modèles qui sont assez efficaces. Par contre, vous allez voir dans certaines années où on a des difficultés à représenter les débits à l'étiage, surtout pendant les périodes extrêmes. Et donc là, tout le travail de Nicolas s'intéresse à améliorer les systèmes de modélisation pour pouvoir prédire au mieux ces étiages. Et notamment, ce qu'on voit quand on regarde l'erreur systématique sur nos territoires, eh bien, on a plusieurs bassins où finalement on n'arrive pas à représenter ces débits à l'étiage. Et donc, on s'est posé la question, quel processus peut être impliqué à l'origine de cette incertitude? Et c'est encore une fois le lien avec cette connaissance des territoires, c'est-à-dire que certes on simplifie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette architecture qui forcément contrôle le comportement hydrologique. Et cette architecture géologique doit être d'une certaine façon représentée dans nos modèles. Et donc, elle doit représenter soit une variabilité lithologique, soit une compartimentation verticale. On sait que sur nos systèmes, il y a des zones qui sont altérées, des zones qui sont fracturées. Et donc, il faut représenter, et Nicolas travaille sur la représentation de cette connaissance géologique. Et finalement, ici, en prenant en compte cette compartimentation, ici, vous avez l'hydrographe moyen, en bleu les données, en vert le modèle que j'ai présenté avant, simplifié, et puis en rose, le modèle compartimenté qui représente cette architecture. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, on arrive bien à modéliser les étiages. Donc maintenant, on a à disposition un outil qui va nous permettre de caractériser cette ressource en eau et cette disponibilité à l'échelle régionale. L'étape suivante, c'est de regarder à l'échelle d'un bassin versant comment cette ressource, comment se distribue cette disponibilité. Et là, on a besoin d'aller à une étape supérieure en termes de modèles, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des modèles spatialisés pour pouvoir au mieux définir quelle est la stratégie de gestion de la ressource en eau sur un territoire. Et donc ça, c'est la thèse de Ronan Abervé, qui travaille sur le bassin Meuchès-Canu de la collectivité des eaux du bassin rennais. Et donc, de la même façon, on part de nos données spatialisées. Ici, vous avez la structure du réseau hydrographique et les zones humides. Et donc, Ronan travaille à finalement enquêter sur cette architecture hydrographique et puis essayer de la représenter dans des modèles qui sont en 3 dimensions, qui nous permettent de représenter vraiment l'architecture de nos paysages. Et ça nous permet finalement de tester les hypothèses sur cette redistribution en réponse au changement climatique. Ici, vous avez la redistribution de l'anomalie de recharge qui est prévue par un modèle climatique. Et donc, on va pouvoir tester finalement comment l'eau va se redistribuer sur ce bassin. Donc là, jusqu'à présent, je parlais principalement de ces contrôles entre géologie et climat.
Et c'est particulièrement vrai en Bretagne, c'est qu'il y a un fort impact aussi de nos activités anthropiques, évidemment. Et donc, on a besoin aussi de quantifier et d'identifier un petit peu les impacts importants pour pouvoir éventuellement les prendre en compte dans nos modèles. Et ici, c'est le travail de la thèse de Virginie Marais, où finalement, on s'est arrêté sur un constat où, si on regarde la station de débit linéale, en bleu les observations, et en rouge un modèle qui est seulement calibré sur le climat. Et on voit que sur une période avant 80, 90, on représentait assez bien les débits. Et puis après, on a une déviation qui est très forte, qui arrive autour des années 90. Donc ça rappelle eh bien, une intensification de l'aménagement du territoire, le remembrement. Et donc, on a potentiellement un impact ici fort sur notre cycle de l'eau. Et donc, la question, c'est de quelle manière on doit prendre en compte ces interactions entre nos activités et le cycle de l'eau. Donc, pour ça, on développe des modèles qui intègrent nos activités sur la base d'un modèle hydrologique. Voilà, donc pour conclure, dans ce constat finalement d'urgence, un petit peu d'identifier à la fois les processus et de pouvoir définir quelle sera la disponibilité dans le futur, on a besoin d'avoir une stratégie d'acquisition de connaissances de nos territoires. Et donc ça, c'est bien une démarche très importante en interaction entre les scientifiques, les gestionnaires locaux, pour pouvoir identifier quels sont finalement comment cette variabilité hydrologique s'opère sur nos territoires. Et tout ça pour vraiment identifier quels sont les processus fondamentaux qu'on doit prendre en compte dans nos modèles pour répondre à une certaine question. On a répondu à une question à l'échelle régionale avec une stratégie qui ne sera pas la même à l'échelle du bassin versant. Donc, on adapte notre démarche en fonction de l'enjeu et de la connaissance des territoires. Et avec cet objectif ultime qui est essayer de définir finalement des stratégies de gestion qui prennent en compte cette diversité géologique qui clairement a un impact sur la disponibilité de la ressource. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je serai très content de répondre à vos questions